Bien, rebonjour à tout le monde. Je vais vous présenter effectivement la solution que nous, chez Arcolib, on a mis en place, tenté de mettre en place. C'est bon, tout le monde voit à peu près la diapo. C'est bon. Pour réaliser les examens de conformité fiscale. Bien, à aujourd'hui, avec la plateforme que je vais vous présenter en fin de session, on est à 191 comptes rendus de mission, pour être précis, de CF sur l'exercice 2021. Je recentre vite fait sur c'est quoi l'examen de conformité fiscale et après, je vous fais une démo sur des comptes de test anonymes. Vous allez voir, il y a pas mal de verres. Bien. Au niveau de la présentation de l'ECF, c'est un rapide historique très vite fait. Tout a commencé en 2018 pour l'État, pour une société de confiance. Voilà, moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est un changement de paradigme parce qu'on passe d'une relation contrôleur-contrôlé à une relation de confiance. C'est ce qui est attendu par l'administration des impôts. On verra ce que ça donne dans le temps. C'est la réponse que vous me faites souvent. Je n'ai pas de boule de cristal. Bien, les derniers textes, donc c'est janvier 2021, qui fixe les modalités d'application de l'examen de conformité fiscale. Donc, sur les entreprises éligibles, toutes les entreprises qui exercent une profession, donc les LMNP ne sont pas concernés. Voilà, donc l'exercice, la lettre d'émission, etc. Je vais assez rapidement. Cédric, tu me dis, ou Maël, dites-moi si vous voulez que je vous envoie le support pour les participants. Vous me direz. Fort des textes qui sont parus début janvier, donc on n'a pas beaucoup de détails sur la mission. Bien, il a fallu un peu broder autour, pas broder, mais voir un petit peu ce que voulait précisément l'administration. Donc, on a 10 pistes d'audit dans l'examen de conformité fiscale basées sur l'alias et le FEC. Et les deux premières pistes sont exclusivement basées sur le FEC. Bien. La première est très technique. C'est la conformité du fichier FEC par rapport à la norme FEC. Savoir est-ce qu'on a les bonnes colonnes, est-ce que c'est bien cohérent par rapport au nombre de colonnes, si vous êtes en BIC, en BNC, recettes dépenses, créances dettes, etc. Est-ce que le nommage des champs est bon, est-ce qu'on a le bon nombre de colonnes, est-ce que les chiffres sont bons, on est bien sur une structure à plat, etc. Voilà. Donc, c'est bien du fichier texte. Voilà, ça, c'est à réaliser avec Test Compta des Maths. Tous les tests de Test Compta des Maths, nous, sont embarqués dans la plateforme que je vais vous faire voir tout à l'heure. Une fois qu'on dépose son FEC, sa alias, tout s'enclenche automatiquement, y compris ces tests-là. Vous me dites si je vais vite, on aura les questions à la fin, je crois. La qualité comptable du FEC. Donc là, c'est un tout petit peu plus touchy. À partir du FEC, toujours, est-ce qu'on est conforme aux normes de comptabilité? Donc, est-ce qu'on n'a pas des comptes d'attente qui ne seraient pas soldés? Est-ce qu'on n'a pas des comptes de virement interne qui ne seraient pas soldés? Est-ce qu'on n'a pas des caisses créditrices? Voilà, est-ce qu'on a bien des à nouveau? Est-ce qu'on a bien des écritures d'inventaire? Je ne vous fais pas la liste. Voilà, tout ça. Donc, il y a 11 étapes dans la deuxième piste. La dernière étant le rapprochement du résultat de l'alias avec celui du FEC. Pour au moins être sûr qu'on travaille sur la bonne data. Voilà, ça c'est pareil. Vous verrez tout à l'heure, tout est embarqué, tout est contrôlé automatiquement et il y a quand même beaucoup de points, pour ne pas dire presque tous, qui sont validés automatiquement. La troisième piste, là on commence à rentrer dans des choses un peu sympathiques. La conformité du logiciel de caisse. Bien, ce sont des choses qu'on ne vend pas pour les dossiers BNC qui n'ont pas de caisse enregistreuse. Par contre, pour vos BIC qui ont une caisse enregistreuse, il faut s'assurer qu'ils sont bien à jour avec le bon logiciel de caisse. Vous avez deux organismes de certification, LNE et AFNOR, et vous devez donc avoir auprès de vos clients les attestations qui vont bien de conformité de la caisse enregistreuse. On a aussi un troisième cas où c'est l'éditeur qui s'auto-atteste. Bien. Si vous êtes sur le cas d'une normalisation AFNOR ou LNE, on a, nous, dans la plateforme, embarqué plus de 420 attestations. Donc, on verra tout à l'heure, vous avez une liste déroulante. Il suffit de taper le début du nom de la caisse enregistreuse, de la marque, du constructeur, etc. pour avoir la liste, pour avoir l'attestation pré-embarquée. Ça permet d'être autonome. Voilà. Ça peut résoudre déjà, ça peut permettre d'avancer un peu plus vite.
Pour ce faire, on a besoin de vous, parce que c'est vous qui connaissez la caisse enregistreuse du client. Donc, il y a une petite rétrocession à la fin pour la piste 3 aussi. La piste 4, on est toujours sur des pratico-pratiques. Après la caisse enregistreuse, on va s'occuper de l'archivage. L'archivage, donc il faut un constat sur place. C'est quoi l'archivage chez le client? Est-ce qu'il a bien un process d'archivage écrit? Tous vos clients ont un process d'archivage écrit. On dit oui, bien sûr, monsieur Dardante, je ne vous entends pas. C'est normal, nos micros sont coupés, Stéphane. Je sais. Donc, la problématique, c'est de déterminer chez le client un process d'archivage écrit. Un process d'archivage qui va certifier, qui est conforme et qui l'applique bien dans son entreprise. Bien, on embarque sur la plateforme des modèles qui, en une case à cocher et en 3 cellules à remplir et une signature, permettent de s'affranchir de cette obligation-là. Voilà, et de satisfaire la piste 4. Bien, l'idée au moins, c'est de sensibiliser le client sur la nécessité d'archiver physiquement et numériquement ces éléments. Donc, de lui faire un petit rappel sur les délais de conservation et qu'il s'engage bien à les respecter, qu'il les respecte effectivement. La 5e piste d'audit, c'est le contrôle du régime d'imposition, tant en matière d'impôt sur le revenu ou d'IS. Est-ce qu'on est bien dans le bon régime? Est-ce que le URL de conseil d'entreprise ne dépose pas une ISBIC à tort? Est-ce qu'on est bien dans le bon régime? Est-ce qu'on est bien dans le bon mode déclaratif, pour les BIC en réel simplifié, réel normal? Et est-ce qu'au niveau de la TVA, on est bien dans le bon mode? Est-ce qu'on est bien déjà assujetti alors qu'on devrait l'être? Si on l'est sur option, est-ce qu'on a bien fait un courrier d'option? Et est-ce que le régime simplifié d'imposition réel normal, est-ce que c'est le bon par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise? Voilà, une petite particularité sur le régime d'intégration fiscale. Et pour être honnête, je n'ai pas passé 15 jours là-dessus. Voilà. Piste 6, détermination des amortissements et traitements fiscaux. C'est pour déterminer si vous n'avez pas des véhicules de tourisme, des yachts ou des résidences de plaisance, des chasses, etc. à l'actif. Est-ce que les durées d'amortissement sont cohérentes? Est-ce que les biens amortis sont bien amortissables? Est-ce que les biens non amortis sont bien non amortissables? Un peu plus touchy, est-ce que dans les comptes de charge, je n'ai pas des choses qui seraient immobilisables? Pour ma blague à moi, quand on va faire le CF de chez Total, il faudra regarder dans les comptes de charge toutes les dépenses de plus de 500 €. On va se marrer? Donc, la piste 7. La piste 7, donc détermination des provisions et traitement fiscal. Voilà, vous avez les 5 provisions qu'il nous faut contrôler. Dépréciation des IMO corporels, dépréciation des stocks, des comptes clients, risques et charges et réglementés. On détecte si dans le FEC, on a des comptes liés à ces provisions-là et on va vous demander à vous les feuilles de travail. D'accord? Après, je sais, il y a une partie un petit peu sensible sur les provisions. Voilà, l'idée, c'est d'avoir vos justifications là-dessus pour pouvoir valider. Bien, on verra tout à l'heure. Souvent, il n'y a pas grand-chose dans les dossiers qui nous intéressent, nous, c'est-à-dire la TPE, voire la TPE. La piste 8, même problématique sur les charges à payer et traitement fiscal. Donc, vous avez les 6 charges à payer là qui sont listées. Financière, exploitation, salariale, sociale, fiscale et les charges à payer diverses. C'est pareil, on a besoin de vous, donc de vos feuilles de travail pour checker et valider les charges à payer. Donc, vous allez voir, il y a un dépôt de documents qui se fait sur la plateforme et nos humains, à nous, vont regarder vos modalités de calcul. Souvent, rien que dans le libellé, on peut valider. Les charges exceptionnelles et traitements fiscaux des charges exceptionnelles, est-ce qu'il n'y a pas des pertes liées à des destructions d'éléments d'actifs, disparition ou destruction? Pour mes petits dossiers, la voiture qui sort à 0 ou le local qui sort à 0, ça peut être un peu plus rigolo. Est-ce qu'on n'a pas des pénalités amendes ou des dommages à intérêts, des frais de procès? Voilà, donc par mots-clés dans les comptes 67, etc., on va aller chercher dans le FEC, voir si on est concerné par ces charges
potentiellement exceptionnels. S'il y a besoin, justification, la plateforme vous demande automatiquement les justifications, vous les déposez, l'idée étant d'arriver à une conformité. Et la piste 10, vaste chantier. Donc, contrôle TVA collecté, TVA déductible par grande masse. Donc, voir en fonction de la périodicité de la TVA, est-ce qu'on est en réel normal, réel simplifié, mensuel, trimestriel, etc. Et est-ce que ma TVA est bien déclarée? Et on va dire à temps. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas pour l'instant. Le compte rendu de mission, donc la finalité de l'examen de conformité fiscale est de faire le 3030 SD. Pour l'instant en PDF, l'année prochaine en EDI. Les normes EDI sont sorties, donc on travaille pour mettre tout ça en EDI. Donc cette année, 191 CRM fait en PDF et envoyé à tous les clients qui ont demandé l'examen de conformité. Voilà, vous avez la première page là en tête. Je vous ai dit tout à l'heure, donc tout ce qui est décret et arrêté du mois de janvier a fixé la lettre de mission. Donc nous, dans la plateforme, on embarque la lettre de mission et le devis automatiquement avec signature numérique. Il vous suffit d'inscrire les clients pour qu'ils reçoivent automatiquement lettre de mission et devis. Une fois qu'il a signé, on peut attaquer la mission. Au niveau réglementaire, nous, on est organisme mixte de gestion agréé, donc les AGA purs, associations de gestion pure, et les CGA purs, eux, peuvent rendre des services ECF à des non-adhérents. Nous, en tant qu'organisme mixte, et aujourd'hui en France, on est beaucoup plus d'organismes mixtes que d'AGA et CGA purs, en tant qu'organisme mixte, on ne peut pas rendre des services à des non-adhérents. Donc, ça impose le fait que s'il n'est pas adhérent, on lui fasse signer en plus un bulletin d'adhésion. C'est automatique, c'est embarqué dans la plateforme. Voilà la petite contrainte technique. Bienvenue en France. L'examen de conformité fiscale remplace l'examen périodique de sincérité que vous connaissez dans les OGA. Voilà. Quel est l'intérêt de l'ECF? On me dit toujours, il n'y a pas d'intérêt à l'ECF. Bah, vous les connaissez maintenant, les intérêts. Les intérêts, c'est de réduire l'exposition au contrôle fiscal, relation de confiance, annulation des majorations pénalités en cas de contrôle. On verra pour avoir un label de tout ça un de ces jours, pour améliorer l'image auprès des tiers. Donc, comme Cédric disait tout à l'heure, donc Fiscapass, c'est une marque, d'accord? Ce sont que des salariés d'Arcolite qui bossent dessus, et dans la rédaction des cahiers des charges et dans le recettage, les tests, etc. Les réalisations des 191 ont été faites chez nous en interne. Voilà, je passe ça vite fait. Voilà, l'organisme mixte, on ne peut pas pour l'instant faire. Donc, vous avez un site vitrine qui s'appelle fisca-pass.fr que vous pouvez relayer à vos clients parce qu'ils présentent la mission. D'accord, ça permet de les sensibiliser. Vous avez un bouton dessus, connexion, inscription, où vous pouvez inscrire vos clients. Vous pouvez aussi vous inscrire vous-même en tant qu'expert comptable, ce qui permettra après de regrouper les clients sur un seul accès, celui du cabinet. Vous allez voir qu'on a voulu quelque chose d'un peu sympa, d'un peu dynamique et d'un peu automatique. Ça fait beaucoup d'un peu. Vous me redirez en fin d'échange. Ah ben, voilà la démo. Bien. Je vais tenter un truc. Normalement, vous ne voyez rien. Je nouveau partage, je fais ça. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? C'est vrai que tu me fais un pouce si tu vois bien un fond bleu avec marqué connexion. On voit bien. On voit bien. Donc, ça, c'est l'espace connexion. Donc, ici, vous pouvez créer un compte. D'accord? Donc, je vous ai dit, soit c'est un client qui s'inscrit automatiquement, soit c'est vous, expert comptable. Voilà, il y a une procédure, comme un peu partout maintenant, de vérification de l'adresse mail. Et ensuite, on peut créer son compte. Vous mettez le numéro de SIRET du client et on a une API qui remonte toutes les informations, adresse, date de création, voilà, toutes les informations publiques de l'INSEE, s'il n'a pas fait, bien sûr, opposition, ce qui permet d'avancer assez rapidement sur les créations de dossiers. Mot de passe oublié, bah, c'est un peu comme partout. Donc là, moi, j'ai c'est un compte de test, hein, donc ne vous affolez pas. Il n'y a pas beaucoup de dossiers, mais c'est fait exprès.
Bien, voilà à quoi ça ressemble. Oh, c'est beau. Donc, j'ai 3 comptes de test, 2 BIC, 1 BNC. Donc, ça, c'est la partie cabinet, on va dire. C'est l'accès cabinet. Le bouton à utiliser sans parcimonie, comment dire, sans modération, c'est ajouter un client. Sinon, vous avez la possibilité de filtrer. Ce qui m'a semblé important, moi, c'est dans votre devoir de conseil de dire « J'ai proposé la lettre de mission à un client, il l'a refusé. » D'accord? C'est bien lui qui l'a refusé, ce n'est pas vous. Donc, j'ai juste un petit filtre ici qui permet d'avoir les dossiers pour lesquels vous avez envoyé un devis, une lettre de mission, voilà, et qui ont été refusés par le client, dont la signature numérique est refusée. Voilà. Bien, ensuite, il y a tout un tas de systèmes de filtres par régime d'imposition, par date. Voilà, et vous pouvez chercher par nom. Essai, normalement, je vais pouvoir trouver essai. Voilà. Bien. Ici, c'est la liste de mes clients. Je sais avec le petit picto là que mon devis est signé, à contrario de tout à l'heure où ici, mon devis il est refusé. OK. Et ici, ma mission, elle est en attente d'action, c'est-à-dire qu'elle est en cours. Bien, j'ai une entreprise de maçonnerie, mon test à moi. Donc, si je déploie ici, vous avez les 10 pistes. Celles qui sont en verte sont globalement validées par la machine. Je dis globalement, j'en ai fait une ou deux. Hein. Mais l'idée, c'est que principalement, elles soient faites par la machine. Ici, j'ai des pistes en attente d'action, c'est-à-dire que vous allez avoir des choses à faire. Vous pouvez affecter les dossiers en fonction des collaborateurs que vous pouvez avoir. J'ai l'expert comptable chef-chef, j'ai le chargé de mission et j'ai le collaborateur. D'accord? Donc, l'expert comptable va voir tout le monde, le chef de mission va voir son groupe et le collaborateur va voir ses dossiers. Avec possibilité de tri et de filtre qu'on a vu tout à l'heure. Bien, si vous avez une référence interne, vous pouvez modifier la référence interne. Voilà, hop, clic, clac, et ma référence interne ici. Donc, par rapport à votre système informatique en interne, ça peut être un petit peu sympa. Ici, je vois de façon synthétique les 11 pistes. J'ai dit 10 tout à l'heure parce qu'il y a une étape préalable qui est la piste 00. J'accède à l'examen complet. Voilà, donc vous avez ici la piste 00. Le préalable, c'est de renseigner la date de dépôt de l'alias, de déposer un FEC, de déposer une IAS. OK. Ici, mes fichiers sont conformes et toutes les pistes s'ouvrent suite au dépôt des FEC et l'IAS. Si je reprends ce que je disais il y a 10 minutes, dans la piste 1, on contrôle tous les éléments que vous avez à l'écran. On les a tous contrôlés. Le nommage du fichier, oui, c'est bien un fichier qui s'appelle numéro de sirène, FEC, date de fin d'exercice, l'encodage, etc. Tous ces éléments-là sont contrôlés par la machine. Il est conforme, point barre, c'est en vert, c'est validé. OK. La piste 2, j'ai dit un petit peu plus touchy tout à l'heure. Ici, j'ai 11 étapes. Pour être honnête, j'ai un peu triché. Hein. Celle-là, je l'ai validée, c'est moi qui l'ai validée. Donc, j'ai un problème de numérotation de pièces. J'ai mis OK, normal, parce que les références de pièces sont variables. Toutes les autres, donc les 10 autres, ont été validées par la machine. Contrôle de résultat comptable avec le FEC. Ici, la machine me dit l'alias est à ça, le FEC est à ça. Mince, j'ai 12 centimes d'écart. Bien. Ici, tout est validé par la machine. Donc, en gros, une fois que j'ai traité mon point ou mes 2 points qui sont en attente, voilà. À aujourd'hui, pour la petite histoire, le point, l'étape 6, ici, date de validation des écritures, ça nous a occasionné cette année 30% de non-conformité. OK, vous savez tous que quand vous envoyez l'alias, les écritures doivent être validées avant ou pendant, mais pas après. Bien. À aujourd'hui, sur les 190, on en a un petit peu moins de 60 qui sont non conformes du fait de la date de validation qui n'est pas bonne. Voilà. L'étape 3. Ce qui est énorme, ça fait quasiment 20% des ECF. Ça m'a pété à la tête. Oui. Oui.